Et bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs évidemment de cette invitation. Certes, elle s'est faite peut-être un peu à la dernière minute, mais c'est toujours un plaisir de présenter, que ce soit au national ou en local, les travaux du service statistique ministériel immigration qui est à la DGEF. Je rappelle juste que le service statistique est une sorte d'antenne de l'INSEE. Moi-même, je suis agent de l'INSEE mis à disposition du ministère de l'Intérieur, ce qui garantit l'indépendance scientifique de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et en particulier la question de l'insertion ou du parcours des trajectoires professionnelles des femmes primo-arrivantes. Avant de rentrer dans les résultats, juste pour vous rappeler que tout ça est issu de l'enquête ELIPA, donc l'enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants. Le principe de cette enquête, c'est qu'on a interrogé une cohorte de primo-détenteurs de titres de séjour en 2018. Donc, c'est des personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour en 2018 et on les a interrogés en 2019, en 2020 et en 2022 pour justement suivre leur trajectoire, suivre leur parcours, qu'ils soient signataires du CIR ou non, donc du contrat d'intégration républicaine ou non. On rappelle qu'il y a tout un tas d'exemptions au contrat d'intégration républicaine. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir comparer les parcours, les trajectoires entre les différents primo-arrivants, selon leurs différentes caractéristiques, et en particulier de pouvoir comparer la trajectoire des femmes primo-arrivantes avec celle des hommes primo-arrivants. Et c'est un enjeu, alors, hop, si le PPT voulait bien démarrer, super. Et c'est un enjeu qui est essentiel, bon, d'abord parce que les femmes primo-arrivantes, ça représente à peu près la moitié des délivrances de titres de séjour chaque année. Alors, ça peut varier d'une année sur l'autre. Ça dépend évidemment du motif d'admission au séjour. Les femmes sont sous-représentées dans les délivrances de titres économiques, mais surreprésentées dans celles des titres familiaux. Mais l'enjeu, c'est qu'elles sont quand même bien moins insérées professionnellement sur le marché du travail par rapport aux hommes un an après leur admission au séjour. Elles vont être 9 fois plus souvent inactives. Elles sont presque 40% à être inactives un an après leur admission au séjour. C'est 9 fois plus que les hommes. Elles vont être 2 fois moins souvent en emploi, 37% contre 73%. Et elles vont être surtout 3 fois moins souvent en emploi à taux plein. Elles sont un an après leur admission au séjour, si je puis dire, que 1 sur 5 à être en emploi à temps plein contre 2 sur 3, enfin presque 2 sur 3 pour les hommes. Et donc, il y a un écart, il y a un différentiel extrêmement important entre hommes et femmes, et on s'est un peu interrogé au pourquoi de cette différence. Et ce que je vais vous présenter, la genèse de ce que je vais vous présenter, le lien entre parentalité et insertion professionnelle de ces femmes, il est né d'une étude de l'UNEDIC, mais aussi un peu de la DARES, qui mettait en évidence que deux choses. La première, c'est que les inégalités salariales entre hommes et femmes à notre époque moderne et sur la population native, elles se créent généralement à l'arrivée du premier enfant. Elles continuent à s'accroître avec les arrivées des autres enfants dans le ménage, mais globalement, c'est le moment où les inégalités les plus fortes se créent. Et la deuxième chose que montrent les résultats nationaux pour toutes les femmes en France, c'est qu'aussi le retour à l'emploi, l'une des barrières du retour à l'emploi des femmes lorsqu'elles sont inactives ou lorsqu'elles sont au chômage, c'est la garde des enfants en bas âge. C'est une barrière majeure. Et donc, nous, on s'est interrogé si les femmes primo-arrivantes étaient un peu victimes des mêmes obstacles, des mêmes difficultés. Et donc, pour répondre à cette question, on s'en est posé trois. La première, c'est est-ce que les femmes primo-arrivantes ont des enfants en bas âge? Parce que si elles n'en ont pas, la question ne se pose pas. La deuxième question, c'est comment font-elles garder ces enfants en bas âge? Quel est le mode de garde de ces enfants? Et la troisième question, est-ce qu'il y a un impact global de cette parentalité sur l'insertion professionnelle, sur leur insertion professionnelle, notamment par rapport aux hommes? Donc, c'est un petit peu à ces trois questions qu'on a essayé de répondre. Et donc, sur ce premier graphique, ce que vous pouvez observer, donc il y a trois camemberts. Le premier met en évidence que hommes et femmes confondus, peu importe, il y a 40% des primo-arrivants, lorsqu'ils arrivent en France, ils ont déjà des enfants. Ils sont déjà parents au moment de leur arrivée sur le territoire. Dans la majorité des cas, 6 fois sur 10, les enfants vont aussi venir en France jusqu'à 4 ans après l'admission au séjour du parent. Mais globalement, ils sont plus de 6 sur 10 à venir en France. La plupart du temps, ils viennent en même temps que le parent d'ailleurs. Dans 33% des cas, l'enfant vient en même temps que le parent. On dit qu'il est accompagnant. Dans 16% des cas, il va le rejoindre plus tard. Et dans la plupart du temps, c'est dans les 4 années qui suivent l'arrivée du parent sur le territoire d'ailleurs. Et puis, il y a 10% des enfants, même un peu moins de 10%, qui vont venir en France avant les parents. Mais là, c'est des profils très spécifiques. C'est quand les parents arrivent en France, plus âgés, dans une vie active très avancée. On est sur des cas un peu spécifiques. Donc, les primo-arrivants sont bien parents. Quand ils arrivent en France, ils sont déjà parents.
Est-ce qu'on peut constater déjà tout de suite une première différence entre hommes et femmes? Alors globalement, les enfants de primo-arrivants, la moitié des enfants, c'est leur mère qui migre et dans l'autre moitié, c'est le père qui migre. Donc globalement, c'est assez équilibré. Mais ce qu'on va constater très vite, c'est que quand c'est la mère qui migre, quand c'est la mère qui s'installe en France, les enfants vont beaucoup plus souvent venir en France avec leurs parents que quand c'est le père. Ça va être dans la majorité des cas, alors que quand c'est le père qui migre, c'est la minorité des enfants qui viennent en France, 40% contre 60%. Autre différence entre hommes et femmes, c'est quand c'est la mère qui migre, dans 3/4 des cas, l'enfant va venir en même temps. Il va être accompagnant. Alors que quand c'est le père qui migre et que l'enfant vient, bon ben, une fois sur deux, il vient en même temps et une fois sur deux, il vient un peu plus tard. Et ça met en évidence une première différence entre hommes et femmes, c'est que la femme va être un peu la garante, le nœud de réseau familial, du maintien du réseau familial de la famille entre conjoint et enfant, beaucoup plus que le père. Donc il y a déjà cette première charge qui apparaît. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'elles ont aussi des enfants une fois arrivées en France? C'est ce que représente ce graphique. Sur ce graphique, vous avez les naissances pour les mères primo-arrivantes en fonction de leur année d'arrivée sur le territoire. En bleu, c'est les naissances avant la migration. En jaune, c'est les naissances après la migration. Alors, il y a un petit biais statistique dans le graphique, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent très peu de temps avant l'obtention de leur titre de séjour, ce qui fait qu'on ne peut observer les naissances que jusqu'à 4 ans après leur admission au séjour et leur arrivée. Donc, il y a un petit biais statistique sur ce graphique. Mais ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que globalement, la moitié des naissances de femmes primo-arrivantes, elles se font une fois en France. Et très souvent, c'est l'année qui suit. Alors ça, il y a toute une littérature qui l'explique. D'abord parce que lorsqu'il y a un projet familial et un projet migratoire, c'est difficile de les faire en même temps. C'est difficile de se déplacer, de franchir des frontières, de migrer en ayant une naissance qui est en cours, enfin une grossesse en cours. Donc la plupart du temps, ça se fait à l'arrivée en France. Il y a une deuxième raison qui est un peu mécanique, c'est que les femmes primo-arrivantes, lorsqu'elles rejoignent leur conjoint, leur mari en France, par définition, avant de les rejoindre, a priori, elles ne font pas d'enfants. Donc, il y a aussi un peu cette raison un peu mécanique. Mais ça met en évidence. Et ça, la conséquence de ça, c'est que les femmes primo-arrivantes, elles auront des enfants en bas âge les années qui suivent leur arrivée sur le territoire s'il y a des naissances. Et la conséquence de ça, c'est ce qui est représenté sur ce graphique, c'est qu'un an avant l'arrivée en France, il y a la moitié des femmes primo-arrivantes qui n'ont pas d'enfants. Et 4 ans après leur arrivée en France, c'est une femme sur 5 qui est devenue mère pour la première fois, puisqu'elles sont plus que 32% à ne pas avoir d'enfants. À noter d'ailleurs, donc ça montre bien que la parentalité et la migration sont articulées pour les femmes. À noter d'ailleurs qu'il n'y a pas que l'arrivée de premier enfant, il y a aussi l'arrivée du deuxième, troisième enfant éventuellement. On peut constater que 4 ans après l'arrivée en France, il y a 25% des femmes qui ont 3 enfants ou plus, alors que c'était que 14% avant l'arrivée avant la migration, ce qui montre bien qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux enfants, pas que de premiers enfants. Donc globalement, la première question à laquelle on s'est posé, c'est est-ce que les primo-arrivants et primo-arrivantes ont des enfants en bas âge? La réponse est oui. Donc ça, on a répondu à cette première question. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'ils les gardent? Alors ce graphique est peut-être un peu lourd, mais faites-moi confiance, on va le lire progressivement. Sur les premiers camemberts en bleu, on met en évidence qu'il y a globalement, que ce soit 1 an après l'admission au séjour ou 4 ans après l'admission au séjour, il y a un quart des primo-arrivants, hommes et femmes confondus, qui ont un enfant de moins de 3 ans à charge, de 3 ans ou moins à charge. Alors, ce n'est pas les mêmes enfants, évidemment, parce qu'ils grandissent entre 2019 et 2022, mais il y a l'arrivée de nouveaux bébés, de nouveaux enfants, qui fait que cette part est plutôt constante. Le deuxième camembert, lui, met en évidence les modes de garde de ces enfants en bas âge. Vous pouvez constater que les parts vertes, qui représentent le mode de garde des parents, c'est vraiment le mode de garde le plus important. C'est souvent uniquement le primo-arrivant enquêté, 4 fois sur 10 globalement, qui garde seul son enfant. 6 fois sur 10, c'est l'enquêté et un peu le conjoint aussi, qui garde le ou la conjointe, qui garde aussi les enfants. Ce qu'on peut constater toutefois, c'est qu'il y a moins de 20% de ces enfants en bas âge qui sont gardés via ce qu'on appelle des modes de garde formels, c'est-à-dire dans des crèches ou des assistants maternels. Donc, un peu contrairement aux idées reçues, ou du moins ce qui est propagé dans l'espace public, ce n'est pas la majorité, ce ne sont pas tous les enfants des migrants en bas âge qui sont en crèche, ce n'est pas vrai, c'est que 1 sur 5 globalement. Et la dernière partie du graphique, ce qui est tout à droite, c'est la différence des modes de garde lorsque la femme est lorsque le parent est une femme primo-arrivante
où l'homme est un père primo-arrivant. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la part vert foncé, elle est extrêmement importante pour les femmes et toute petite pour les hommes. Et ça veut dire que les femmes, beaucoup plus souvent que les hommes, vont garder seuls leurs enfants en bas âge. Ce vont être les seuls. Alors que les hommes, quasiment jamais. Ils s'appuient souvent, ils le gardent souvent à deux, mais ils s'appuient souvent sur leur conjointe. Alors que pour les femmes, une fois sur deux, elles vont le garder seul, leur enfant. Donc on voit aussi que là, il y a une différence de genre, de charge, de la garde d'enfant de l'enfant en bas âge, en fonction du genre. Est-ce que la femme est-ce que le parent est une primo-arrivante ou un primo-arrivant? Donc il y a une charge beaucoup plus forte côté femme. Et ça va avoir des impacts sur leur insertion professionnelle, évidemment. Sur ce graphique est représentée la position sur le marché du travail des femmes à gauche et des hommes à droite en fonction de s'ils ont des enfants à charge ou pas, et est-ce que les enfants ont 3 ans ou moins, ou 4 ans ou plus. Ce qu'on peut voir tout de suite, si vous regardez les hommes, c'est que peu importe la situation familiale, 4 ans après l'admission au séjour, ils sont globalement 80% à être en emploi. Voilà. Il n'y a pas d'impact de la situation familiale pour l'insertion professionnelle des hommes. Mais lorsque vous regardez à droite, alors d'abord, on voit que structurellement, les femmes sont moins souvent en emploi que les hommes. Mais par contre, on peut voir tout de suite que les femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans à charge, elles vont être 2 fois moins souvent en emploi que les autres femmes et elles vont être sur le coup 2 fois plus souvent inactives, c'est-à-dire au foyer. Inactives au foyer. Et ça, c'est directement lié, sur le coup, au fait qu'elles doivent garder elles-mêmes leurs enfants. Parce que lorsqu'on leur pose la question à ces femmes primo-arrivantes qui sont au foyer, lorsqu'on leur pose la question, OK, vous êtes au foyer, mais est-ce que vous recherchez un emploi? Ce qu'on voit, et c'est le 21% qui apparaît tout en haut à droite de cette slide, c'est qu'elles sont 1 sur 5, même en ayant des enfants en bas âge à charge, déclarées rechercher un emploi. Donc, c'est un peu un chômage déguisé en réalité, mais elles sont 1 sur 5 à rechercher un emploi. Et dans le tableau du bas, quand elles ne recherchent pas d'emploi, on leur pose la question, mais pourquoi vous ne recherchez pas d'emploi? Et quasiment tout le temps, c'est le 86% qui apparaît en haut à droite du deuxième tableau, elles déclarent ne pas rechercher de travail parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants ou de proches. Donc là aussi, ça met en évidence qu'en réalité, ces femmes au foyer, c'est une main-d'œuvre, un capital humain et une main-d'œuvre inexploitée parce qu'il y a cette charge d'enfants en bas âge qui est plus importante que pour les autres profils. Et cette charge, elle n'est pas uniquement pour les femmes qui sont au foyer. Bon, je pense que dans l'assistance, vous êtes peut-être nombreuses à l'avoir expérimenté. La charge, elle ne s'arrête pas une fois qu'on est au travail, on ne s'occupe plus de nos enfants. Ce n'est pas vrai. Sur ce graphique est représenté le mode de garde des enfants en bas âge en fonction des femmes à gauche et des hommes à droite, en fonction si la personne est en emploi ou pas. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même, parmi les femmes qui sont en emploi et qui ont des enfants bas âge, elles sont malgré tout 1 sur 5 à s'en occuper toutes seules. Et ça met en évidence que ce n'est pas juste la question que la personne soit en emploi ou pas, c'est aussi de la forme particulière d'emploi. Ces femmes vont être beaucoup plus souvent en temps partiel subi, c'est-à-dire que si elles pouvaient travailler plus, elles le feraient, mais elles ne peuvent pas le faire justement parce qu'elles déclarent avoir des enfants, elles déclarent ne pas pouvoir le faire, parce qu'elles ont des enfants en bas âge à charge, et ça met en évidence que la garde d'enfants ne s'arrête pas au moment où, enfin, à la porte du bureau. À noter tout de même que l'accès à l'emploi est aussi une garantie d'accès au mode de garde formel. Évidemment, elles ont un coût, ces modes de garde formels, et donc il y a une sorte de cercle vicieux qui s'entretient. Ce sont des femmes inactives qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ont des enfants à charge. Si elles ne peuvent pas travailler, elles n'ont pas forcément les moyens de payer un mode de garde formel, et donc elles ne peuvent pas s'insérer professionnellement. Inversement, on voit que les femmes qui sont en emploi ont beaucoup plus recours que les autres au mode de garde formel. C'est la barre jaune et orange que vous voyez tout à gauche qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et donc, s'il fallait un petit peu conclure sur cette première partie, c'est que oui, la parentalité a un impact extrêmement fort sur l'insertion professionnelle des primo-arrivants, en particulier des primo-arrivantes, parce que ce sont sur elles, beaucoup plus souvent qu'ailleurs, beaucoup plus souvent qu'ailleurs, que la charge de l'enfant pèse. Excusez-moi, j'ai été coupé. À noter d'ailleurs que sur le coup, ça a un impact fort sur leur insertion professionnelle, que ces enfants, ils ne sont pas tous nés en France, une partie sont nés à l'étranger. Et sur le coup, on a fait un petit modèle mathématique que je vous épargne ici,
mais globalement, ce qu'on a montré, c'est que le taux d'emploi des femmes primo-arrivantes, il est maximal lorsqu'elles sont jeunes et qu'elles n'ont jamais eu d'enfant. Dès qu'il y a un premier enfant dans le ménage, le taux d'emploi chute drastiquement. Il va rester très bas tant que les femmes ont des enfants de moins de 3 ans à charge, c'est-à-dire si elles en font des nouveaux, ou tant que le cadet n'a pas plus de 3 ans. Et une fois que le cadet a plus de 3 ans, le taux d'emploi de ces femmes va de nouveau recroître, mais sans jamais rattraper celui des femmes les plus jeunes qui n'ont jamais eu d'enfants. Donc, on voit un petit peu cette charge. Néanmoins, alors, on aurait envie de dire, bon, ben, si on déployait des places en crèche pour toutes ces femmes primo-arrivantes, ça résoudrait tout. Il y a aussi quand même quelque chose qui est de l'ordre de la culture. Hein. La migration en France est issue majoritairement, en tout cas plus que dans les autres pays européens, d'une culture méditerranéenne, dans laquelle la place de la femme est, où on a un marché du travail latin, où c'est plutôt l'homme qui porte la charge des revenus et la femme la charge de l'éducation des enfants. Et lorsqu'on pose à ces femmes justement, est-ce que le mode de garde vous convient? Elles sont quand même majoritairement à dire oui, à dire que le mode de garde des enfants, même quand c'est elles qui s'en occupent, c'est le mode de garde idéal pour elles. Il y en a quand même 15% qui n'ont pas accès au mode de garde formel, qui déclarent qu'elles aimeraient bien pouvoir y accéder. Mais ça n'empêche quand même que la très grande majorité déclare, 63%, et c'est d'ailleurs pareil entre les hommes et les femmes, elles sont 63% à déclarer que leur mode de garde idéal, c'est que c'est les parents qui s'en occupent. Donc il y a quand même une dimension culturelle derrière ça, et ça renvoie à la notion que vous avez introduite tout à l'heure, de dire que les parcours, ils doivent être individualisés, ils dépendent vraiment des personnes, et aussi de leur origine et de leur parcours culturel. Alors, il n'y a pas que la question de la parentalité qui touche l'insertion professionnelle des femmes, il y a d'autres problématiques qui sont transverses aux hommes, qui sont aussi transverses aux hommes, c'est la sous-utilisation des compétences des immigrés. Bon, rappelez d'abord que les femmes sont 37% à être diplômées de l'enseignement supérieur lorsqu'elles arrivent en France. C'est plus que la moyenne nationale, à noter, et c'est plus que les hommes primo-arrivants, qui, eux, sont 26% à être diplômés de l'enseignement supérieur. Et pourtant, comme on l'a dit, elles sont beaucoup moins en emploi. Et ça renvoie à une notion qui est la notion de déclassement. Alors, il y a plein de manières de définir le déclassement. Ce que je vous propose dans la suite, c'est de dire, on dira qu'une personne est déclassée et en emploi lorsqu'elle occupe un travail dont le niveau de compétence et de diplôme requis est en deçà de son niveau de diplôme le plus haut. Voilà. Alors, il y a d'autres manières de définir le déclassement, mais je vous propose celle-ci. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, notamment grâce à l'enquête emploi en continu, c'est que les immigrés sont 1 sur 3 à être déclassés sur le marché du travail lorsqu'ils sont en emploi. C'est 10 points de plus que globalement les natifs. C'est, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est 10 points de plus globalement que les natifs. Alors, on voit que les immigrés originaires de l'Union européenne sont moins soumis à ces problématiques, mais c'est quand même donc 10 points de plus que, enfin, voilà, c'est moitié plus presque que les natifs, ce phénomène de déclassement. Et ce phénomène de déclassement touche beaucoup plus les femmes. Elles sont sur le marché du travail à être 37% à être déclassées, contre 28% pour les femmes nées en France, et surtout contre 19% pour les hommes nés en France. Donc, lorsqu'on compare une femme immigrée à un homme né en France, c'est 2 fois plus de chances d'être déclassée que les natifs. Donc, il y a une inégalité très forte qui s'installe. C'est en particulier le cas quand l'emploi est un emploi à temps partiel, et c'est en particulier le cas aussi lorsque le poste occupé est un poste d'employé. Et je vais passer très vite, mais ce déclassement, il a plusieurs facteurs. Alors, il y a l'effet de genre, mais pas que. Il y a un effet d'abord du motif de la migration, c'est-à-dire quand la migration n'est pas choisie, qu'elle est forcée, ce déclassement, il apparaît beaucoup plus souvent qu'ailleurs. Hein, c'est presque 43%, donc 10 points de plus que la moyenne des immigrés. La deuxième raison, c'est le niveau de français. Vous avez évoqué en introduction l'importance des formations linguistiques et des parcours linguistiques. Une des raisons principales du déclassement, c'est le niveau de français, le faible niveau de français. La troisième raison, dont je passe un peu vite, et la troisième raison qui est très importante, c'est la reconnaissance des qualifications et des diplômes, ou l'absence de reconnaissance de qualifications et des diplômes, qui peuvent être la conséquence de plusieurs choses. C'est ce qui apparaît en rouge, là, dans les ronds rouges que je viens d'entourer. Il peut y avoir une censure des immigrés qui ne veulent pas soumettre leur diplôme à une qualification parce qu'ils ont honte, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau alors que pas du tout. Il peut y avoir un manque d'information.
Ils sont beaucoup plus nombreux à être déclassés quand ils ne savent pas qu'ils peuvent faire reconnaître leur diplôme. Et évidemment, et ça c'est un peu mécanique, lorsque leur diplôme n'est pas reconnu, évidemment, ils se déclarent aussi beaucoup plus souvent déclassés. Et à noter, et je terminerai rapidement là-dessus, c'est que les personnes qui sont déclassées sont le plus souvent des personnes qui ont des diplômes en sciences humaines et sociales, notamment en échange, en gestion, en droit, en économie, en sociologie, beaucoup plus que les non-immigrés. Voilà. Je passe assez vite là-dessus. Et peut-être dernier point, et on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, donc je ne pourrais pas trop en parler, mais c'est le rôle de la santé mentale aussi. Oui, les supports sont diffusables, hein, il n'y a pas de sujet. C'est la question de la santé mentale qui est un peu la troisième dimension importante. C'est que les femmes vont être beaucoup plus soumises, vont avoir une propension beaucoup plus forte à déclarer des symptômes prévalents à des problèmes de santé mentale. Globalement, les primo-arrivants, 1 an après leur admission au séjour, ils sont 40% à déclarer au moins un des 2 symptômes prévalents d'une santé mentale fragile. Ces symptômes, c'est soit avoir perdu le goût à ce qui leur fait plaisir au quotidien, soit c'est de se sentir triste ou déprimé. On voit que ces symptômes, ils diminuent dans le temps. Enfin, la proportion des primo-arrivants qui déclarent ces symptômes diminue dans le temps. Mais par contre, les femmes, particulièrement, elles sont beaucoup plus touchées que les hommes. Et ça va avoir un impact très fort sur leur insertion professionnelle parce on sait que les primo-arrivants qui ont des problèmes de santé mentale, ils vont avoir 42% de chances, de risque en plus, d'être au chômage que être en emploi à taux plein par rapport à un primo-arrivant qui ne déclare pas ses difficultés. Or, les femmes sont beaucoup plus touchées par ces problèmes que les hommes. Donc, s'il fallait conclure, je vous dirais d'aller lire nos études, parce que ça a été peut-être un peu dense et un peu rapide, mais tout ça est publié, tout ça est sur notre site internet, et donc je vous invite forcément à aller les consulter. Et pour conclure, quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que les femmes, elles ont quand même une multitude d'obstacles, à l'instar des femmes nées en France d'ailleurs, dans leur insertion professionnelle, mais encore plus peut-être les femmes immigrées, notamment sur les questions de reconnaissance de diplômes qu'elles ont obtenus à l'étranger, pour les questions de maîtrise de la langue et aussi pour des questions de santé mentale, en particulier lorsque ce sont des femmes qui ont été demandeuses d'asile et puis ensuite réfugiées. Voilà. Voilà. Et puis, enfin, dernier point, et ça c'est très important, c'est peut-être pour des raisons culturelles, on n'a pas l'explication à ça, mais rappelons quand même que les femmes primo-arrivantes ont dans la majorité des cas, la charge exclusive de leur enfant dans le cadre du couple, ce qui impacte énormément leur insertion professionnelle. Et une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de cette première étude, enfin de ces premières études, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bon, c'est un peu sportif d'enchaîner ces 2 présentations pas complètement décorrélées sur des sujets qui ne sont pas complètement différents. Là aussi, je vous remercie de nous laisser l'opportunité de présenter les premiers résultats du programme AGIR, donc du programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés. Avant de rentrer, donc j'imagine que vous connaissez pour la plupart le programme AGIR, mais en quelques mots, d'abord rappeler que je ne suis pas représentant de la DIAN, la direction d'intégration de l'acquisition de nationalité. Donc, si vous avez des questions d'ordre métier, ce n'est pas à moi qu'il faut les poser. Donc, petit disclaimer, je préfère le dire tout de suite parce que ce n'est pas mon job. Mais par contre, aussi de vous rappeler, donc c'est un programme qui est déployé depuis décembre 2022 de manière progressive sur l'ensemble de la France hexagonale, qui vise à un accompagnement, comme le dit son nom, global, c'est-à-dire autant sur l'accès aux droits, sur l'accès à l'emploi et l'accès au logement pour spécifiquement les réfugiés signataires du CIR. Donc, tout réfugié signataire du CIR, et sous réserve que l'opérateur territorial qui s'occupe du programme ait de la place dans son programme, peut bénéficier du programme AGIR. Et ça consiste, le programme AGIR, c'est un guichet unique territorial, départemental, porté par des associations de terrain qui s'occupent donc de l'accompagnement des réfugiés sur ces 3 dimensions, parce qu'ils demandent d'être accompagnés sur ces 3 dimensions. Quelques chiffres à fin mars, qui est à peu près la période où on a des données vraiment très robustes. C'est que dans le programme AGIR, à fin mars, il y avait 50 000 BPI, donc bénéficiaires de la protection internationale, qui avaient pu rentrer dans le programme. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 54 000. Actuellement, donc à fin mars, c'était 23 500 BPI qui étaient dans ce qu'on appelle la file active, c'est-à-dire en cours d'accompagnement. Aujourd'hui, on est un peu en dessous des 25 000.
et c'est 28 400 BPI qui étaient sortis du programme à fin mars, soit plus de la moitié de ceux qui étaient rentrés. Un des indicateurs majeurs du pilotage et de la performance de ce programme, c'est le taux de sortie positive, qu'on définit comme sur 100 BPI ayant bénéficié du programme et qui en sont sortis, quel est le nombre de ceux qui ont réussi leur accompagnement sur l'ensemble des dimensions pour lesquelles ils ont été suivis. C'est-à-dire que s'ils ont été suivis pour l'emploi et le logement, il faut qu'il y ait une sortie pérenne en emploi et en logement pour que la situation soit considérée comme positive. Si la personne n'est accompagnée qu'en emploi, on s'intéresse qu'à la situation en emploi à la sortie du programme, celle du logement n'est pas regardée. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a 34% des BPI qui sortent du programme et qui ont atteint l'intégralité des objectifs qu'ils ont demandé à l'opérateur qui les suit. Ah, il y a un autre petit micro qui est ouvert en même temps. Ah, merci. Et si on regarde spécifiquement les emplois et les logements, donc il y a 40% des BPI qui ont été accompagnés vers l'emploi qui sont sortis avec une situation dite pérenne au sens du programme Agir, et presque 60% pour ce qui est de l'accompagnement vers le logement. Et nous, économistes statisticiens, lorsqu'on doit évaluer un programme comme le programme Agir, on se pose toute une série de questions. Il n'y en a que 3 à l'écran, mais en fait, il y en a beaucoup plus. La première, c'est est-ce que le public qui est ciblé par le programme Agir est le bon public? Dit autrement, est-ce qu'on est face au public, à un public extrêmement précaire? Deuxième question, c'est quels sont les facteurs qui favorisent la sortie positive du programme, puisque c'est l'objectif, que les BPI sortent en emploi pérenne ou et logement pérenne s'ils le demandent, s'ils sont accompagnés pour. Et puis la troisième question qu'on s'est posée et qui n'est pas négligeable, c'est est-ce que les sorties dites positives au sens du programme Agir, c'est vraiment des situations pérennes ou pas? Ça, c'est notre rôle d'économiste, un peu de challenger les concepts du programme. Et donc, je vais essayer avec vous de répondre à ces 3 questions. Vous m'excuserez de ne pas avoir fait un focus sur votre département ou votre région compte tenu du temps qui était le mien, mais vous allez voir, j'ai quand même essayé un peu de mettre en lumière quelques-uns de vos départements. Alors, la première question qu'on s'est posée, donc, c'est la situation à l'entrée dans le programme. Sur cette carte est représentée la part des bénéficiaires du programme qui rentrent en étant actifs, mais sans emploi ni formation. La moyenne nationale, c'est 80%, 79%, c'est-à-dire qu'il y en a presque 8 sur 10, 4 sur 5, qui rentrent en étant actifs, mais sans emploi ni formation. Mais ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il y a une disparité territoriale extrêmement forte. C'est qu'il y a beaucoup de départements qui sont au-dessus de cette moyenne nationale, voire même où c'est plus de 9 sur 10, enfin 9 sur 10, voire plus, de pays qui rentrent dans cette situation. C'est notamment le cas dans le centre de la France, c'est ce qu'on a entouré en bleu, où il y a beaucoup de départements dans lesquels les BPI rentrent dans cette situation. Concernant le Grand Est, alors je ne suis pas expert de votre géographie, mais je pense que je ne me trompe pas. On peut constater que c'est aussi le cas dans les Ardennes et dans les Vosges, où on est très au-dessus de 9 BPI sur 10 qui rentrent dans le programme en étant actifs, mais sans emploi ni formation. Pour ce qui est du logement, ce qu'on constate, c'est que dans la majorité du cas, et c'est logique, puisque les BPI, avant d'être BPI, sont demandeurs d'asile, presque 4 fois sur 10, en tout cas plus d'un tiers des cas, les BPI rentrent dans le programme en étant toujours hébergés par le DNA, en dehors du CPH, évidemment, puisque les centres provisoires d'hébergement, les BPI qui sont dans les CPH n'ont pas le droit d'entrer dans le programme Agir. Mais globalement, c'est plus d'un tiers. Donc ça montre bien la continuité entre la demande d'asile et l'obtention du statut de réfugié. Mais ça soulève aussi des questions, je pense que vous le savez tous sur le terrain, d'articulation entre les deux dispositifs. À noter quand même aussi qu'il y a presque un quart des BPI qui rentrent dans le programme en étant logés à titre gratuit chez un tiers. Ça met en évidence à quel point il y a un rôle extrêmement important, du moins les premiers mois, les premières années après l'obtention du titre de séjour, du réseau, que ce soit le réseau familial, le réseau amical, social, voire le réseau de la diaspora, qui en tout cas offre des solutions de logement aux immigrés. Néanmoins, cette solution n'est pas considérée comme pérenne pour le programme Agir. À noter toutefois qu'il y a quand même presque 20% des PPI, c'est ce qui est représenté par les barres vertes et montré par les flèches bleues. Il y a à peu près 20% des BPI qui rentrent dans le programme en ayant déjà une situation pérenne au sens du programme Agir. Alors évidemment que ces BPI-là, eux, vont plutôt demander, demandent un accompagnement vers l'emploi ou pour l'accès au droit, pas pour le logement, évidemment, sauf si leur logement qui est pérenne à l'entrée est soumis, ils risquent de le perdre, pardon. Mais globalement, c'est des gens qui demandent un accompagnement en emploi.
Le programme, il est bien global. Le sens du programme Agir, c'est aussi, on demande que l'objectif du programme, c'est que les BPI soient vraiment accompagnés dans les 3 dimensions, que ce soit l'accès au droit, l'emploi, le logement. Ce qui est normalement aussi concordant avec le fait que c'est un public précaire. Et ce que montre ce graphique, c'est que globalement, 63% des BPI du programme sont accompagnés dans les 3 dimensions. Ça montre bien ce besoin. À noter qu'il y a très peu de BPI, c'est moins de 6% qui sont accompagnés dans une unique dimension, donc autant dire quasiment aucun. Et puis au final, il me manque un truc, mais c'est pas grave. Au final, c'est plus de 85% des BPI qui sont accompagnés dans au moins 2 des dimensions. Donc soit logement-emploi, soit emploi-droit, soit logement-droit. Mais globalement, au moins plus de 85% qui sont accompagnés dans les 2 dimensions ou plus. Donc tout ça, ça met en évidence quand même qu'on est face à un public qui est extrêmement précaire, même si il y a quelques cas de BPI qui intègrent le programme dans des situations qui sont moins précaires que les autres, mais on est face à un public qui a des besoins qui sont globaux sur toutes les dimensions que le programme propose et qui sont dans des situations de grande précarité. Donc la deuxième question qu'on s'est posée, c'est les facteurs de réussite du programme, c'est-à-dire quand un BPI sort du programme, il sort positivement, c'est-à-dire qu'il a obtenu un emploi pérenne si c'est ce qu'il a demandé et ou un logement pérenne si c'est ce qu'il a demandé. La première chose qui est à noter, donc ce qui est représenté sur ces graphiques, donc la barre verte, c'est le taux de sortie positive global, en bleu, c'est celui en emploi et le jaune, c'est celui en logement. Ce qu'on va constater tout de suite, c'est que les femmes sortent beaucoup moins souvent en sortie positive que les hommes, notamment dû à une insertion professionnelle plus difficile. Je fais écho un petit peu à la présentation précédente. C'est aussi le cas de ceux qui sont originaires d'un pays non francophone, dont on va supposer qu'ils ne maîtrisent pas le français. Alors, c'est un proxy, on n'a pas plus d'informations dans le système d'information Agir sur la langue, mais on met en évidence quand même que les primo-arrivants, les BPI, originaires de pays francophones, sortent positivement beaucoup moins souvent que ceux originaires d'un pays francophone. Et ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que les femmes représentent près d'un tiers du public accompagné et les BPI originaires de pays francophones, plus de 3/4 des BPI accompagnés. Donc, on est face à des publics qui ne sont pas toujours, certes, majoritaires, mais qui sont quand même extrêmement importants, dont la propension est significative au sein du programme. Et les inégalités, elles ne s'arrêtent pas là. Sur ce graphique est représenté le taux de sortie positive des femmes en rouge et des hommes en bleu en fonction du nombre de mois où ils ont été accompagnés. Ah oui, je ne l'ai pas dit en introduction, je vous prie de m'excuser, mais globalement, le programme Agir peut accompagner jusqu'à 2 ans un BPI, donc jusqu'à 24 mois. Et bien, ce qu'on constate, alors ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que globalement, plus un BPI est accompagné longtemps, plus il a de chances de sortir positivement, mais ça j'y reviendrai. Mais ce qu'on constate, c'est que quand même les femmes vont décrocher par rapport aux hommes très rapidement. Et que si on observe un taux de sortie positive optimal, c'est-à-dire aux alentours des 40%, aux alentours de 18 à 20 mois d'accompagnement, c'est équivalent au taux de sortie positive des hommes après 7 mois d'accompagnement. Donc, on voit qu'il faut quasiment 12 à 13 mois de plus, notamment pour des questions d'insertion professionnelle, pour que les femmes atteignent des taux de sortie positifs équivalents à celui des hommes. Donc, ça, c'est une barrière importante. J'y reviendrai, mais notamment dans les départements où la propension des femmes est très importante. On observe globalement la même chose entre BPI originaires de pays francophones et non francophones, donc qui sont représentés dans un vert un peu foncé et un vert un peu plus clair sur ce graphique, même si il y a quand même, au-delà de 20 mois, il y a un rattrapage entre francophones et non francophones qui se fait, notamment du fait que autant le genre est quelque chose de globalement figé dans le temps, alors que l'acquisition du français peut se faire, et donc au-delà de 20 mois, il y a un rattrapage des non-francophones avec les francophones. Mais les inégalités, elles ne s'arrêtent pas là dans le programme Agir. On fait un focus sur les sorties positives, comme si les sorties positives constituaient un groupe d'individus homogènes qui se ressemblaient, que toutes les situations à la sortie du programme se ressemblaient. Ce n'est pas le cas. Il s'avère que les femmes, lorsqu'elles sortent positivement du programme Agir, elles sont 34% à être en CDI, c'est 10 points de moins que les hommes lorsqu'ils sortent en situation positive aussi. La différence, c'est que les femmes vont être beaucoup plus souvent être envoyées vers des formations certifiantes, qualifiantes, qui ne garantissent pas forcément, certes, c'est une sortie positive au sens du programme Agir, mais qui garantit beaucoup moins souvent, évidemment, qu'un CDI, une situation pérenne sur le marché du travail à long terme. Donc, on voit bien qu'il y a ces inégalités. Pour le programme Agir, l'un des facteurs déterminants, c'est le profil des BPI. Notamment, est-ce que ce sont des femmes et est-ce que ce sont des personnes non francophones? Et ça a un impact extrêmement important pour vous sur le territoire.
C'est parce que, donc, sur ce graphique qui représentait la part des femmes en abscisse et en ordonnée la part des pays d'origine non francophone, les traits rouges, c'est la moyenne nationale. Quand un département est dans le cadran en haut à droite, ça veut dire qu'il a beaucoup plus de femmes que la moyenne nationale et qu'il a beaucoup plus de non-francophones que la moyenne nationale. Et donc, on peut s'attendre, notamment dans votre région, dans les Vosges et le Haut-Rhin, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans votre région, notamment dans ces départements, on peut s'attendre qu'on ait des résultats de taux de sortie positive plus faibles qu'ailleurs. À l'inverse, dans le Pas-de-Calais, les Sarthes ou le Loiret, où on observe que ces parts sont beaucoup plus faibles que la moyenne nationale, on s'attend à des sorties positives beaucoup plus élevées. Et donc, ça renvoie à une question, et ça, c'est quelque chose qu'on discute en interne, évidemment, de ne pas forcément fixer des objectifs nationaux identiques à tous les départements, ou alors sous réserve de mise en place de stratégies locales spécifiques, évidemment. Et donc, la conséquence de ça, sur ce graphique qui représentait les taux de sortie positifs par département, j'ai entouré en rouge volontairement celui des Vosges et de la Sarthe. Dans les Vosges, je rappelle, il y a beaucoup de femmes et de non-francophones par rapport à la moyenne nationale. Patatras, le taux de sortie il est beaucoup plus bas que, par exemple, ailleurs dans la région, où ces proportions sont plus similaires à la moyenne nationale. Bon, si vous me suivez depuis le début, jusqu'à présent, si ce n'est pas trop dense, normalement, vous êtes en train de vous dire que j'essaye de vous arnaquer un peu, parce que je vous ai annoncé il n'y a même pas 2 minutes que dans le Pas-de-Calais, on avait une situation un peu favorable pour les taux de sortie positive. Or, sur cette carte, on voit très clairement que dans le Pas-de-Calais, les sorties positives, il y en a très peu, il y en a moins d'1 sur 5, ce qui est beaucoup moins que la moyenne nationale. Et ça veut dire qu'il y a d'autres déterminants que le seul genre et l'origine qui jouent sur la sortie positive. Et ça, c'est la durée d'accompagnement. J'ai commencé un peu à l'introduire dans les slides d'avant, mais un des déterminants majeurs à la sortie positive, c'est la durée d'accompagnement. On a fait des modèles mathématiques au DSED, ce qui est représenté par la courbe verte que vous voyez à l'écran, et qui représente globalement les chances de sortie positive en fonction de la durée d'accompagnement. Par exemple, sur le point que je suis en train de montrer à l'écran, ça met en évidence que quelqu'un qui a été accompagné 1 an, il a presque 9 fois plus de chances de sortir positivement du programme que quelqu'un qui n'aurait été accompagné que 1 mois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire ce graphique. Et globalement, ce qu'on met en évidence, c'est que les BPI qui ont le plus de chances de sortir positivement du programme, c'est ceux qui sont accompagnés globalement 15 mois, entre 12 et 18 mois. Ça dit plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut du temps pour qu'un BPI, vous puissiez l'accompagner vers l'emploi et le logement. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. D'ailleurs, si ça l'était, je pense que le programme Agir n'existerait pas, ceci dit. Mais voilà, globalement, il faut 15 à 18 mois. Ce que ça dit aussi, c'est qu'au-delà des 18 mois, la probabilité de la sortie positive elle diminue. Mais ça aussi, c'est un peu logique. C'est-à-dire que vous, opérateur ou État local sur le terrain, vous n'attendez pas 15 mois d'accompagnement pour commencer à faire le travail. Ça veut dire que tous les leviers qui sont à votre disposition pour essayer d'insérer le BPI sur le marché du travail, vous les avez sans doute déjà actionnés avant le 18e ou 20e mois d'accompagnement. Et donc, au-delà, l'effet marginal d'un mois d'accompagnement supplémentaire est moins important. Et il est tellement moins important que globalement, on estime qu'accompagner un BPI 24 mois, ça revient à l'accompagner 6 mois. Parce que si vous n'avez toujours pas réussi à le faire sortir positivement après 20 mois d'accompagnement, il est peu probable que le 21e, 22e ou 23e mois, vous arriviez à le faire. Mais surtout, il y a quelque chose qui est très important et qu'on veut souligner, c'est que dans les 6 premiers mois d'accompagnement, les taux de sortie positive, ils sont très faibles. Et c'est normal. Hein, c'est totalement normal. Ça, je m'adresse aux États locaux qui regardent les taux de sortie positive très, très vite dans les baromètres qu'on peut produire, peut-être. Mais globalement, lorsque le BPI est accompagné depuis trop peu de temps, c'est normal qu'il ne sorte pas positivement. Et ça dénote que les départements, les acteurs locaux que vous êtes, vous avez besoin de temps aussi pour vous coordonner après que le programme a été déployé sur votre territoire pour permettre au programme Agir d'être fonctionnel et efficace. Sur ce graphique est représenté le taux de sortie positive des départements en fonction de quel moment le programme a été déployé. Par exemple, le point que je mets en évidence là avec les traits orange, ça met en évidence que 14 mois après le début du 2e semestre 2023, dans les départements dans lesquels le programme a été déployé au 2e semestre 2023, le taux de sortie positive, il est en moyenne de 35%. Voilà. Ce graphique, ce qui met en évidence, vous constatez qu'il faut attendre à peu près 20 mois pour atteindre une sorte de rythme de croisière du programme après qu'il soit déployé dans un département. C'est ça que ça montre. Il faut à peu près attendre 20 mois
pour qu'on observe des taux de sortie positifs qui sont à peu près ceux qu'on va observer sur le long terme. Ça dit aussi, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que peu importe quand le programme a été déployé et les premiers niveaux qu'on observe après 6 mois, 7 mois, 8 mois, globalement, c'est ce que vous pouvez observer entre la courbe grise, orange et bleue, c'est que ça va atteindre à peu près partout les mêmes niveaux. À long terme, ça atteint à peu près partout les mêmes niveaux. Alors ça, c'est une hypothèse qu'on fait, qu'on formule, parce que vous pouvez constater que pour les départements où le programme Agir a été déployé en courant 2025 ou au deuxième semestre 2024, on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Mais ça ne saurait tarder. C'est les courbes qui sont représentées en jaune et en vert. Bon, je sais que tout ça était un peu dense, mais globalement, s'il fallait résumer, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes, quand même, dans le programme Agir, elles ont 36% de chances en moins, à caractéristiques égales, que les hommes de sortir positivement du programme. Première chose. Et ça fait écho à ma présentation précédente. La deuxième chose, c'est que les BPI qui sont originaires de pays non francophones, à caractéristiques égales aussi, ont 50% de chances en moins de sortir positivement du programme que les non francophones, que ceux originaires de pays non francophones, pardon. Et que, avant le 18e mois d'accompagnement, chaque mois d'accompagnement supplémentaire, c'est 10% de chances en plus de sortir du programme. Mais à partir du 18e mois d'accompagnement, chaque mois d'accompagnement supplémentaire, c'est 10% de chances en moins de sortir du programme, parce que globalement, vous avez mis déjà tout en place, vous avez déjà mis tout ce que vous pouviez mettre en place. Et dernière chose, et après je vous laisserai la parole si vous avez des questions, on s'est interrogé, on s'est dit, bon, les sorties positives au sens du programme Agir, est-ce que c'est vraiment des situations pérennes? Et pour ça, vous, opérateurs sur le terrain, vous faites des entretiens à 3 mois et 6 mois après les sorties positives pour savoir si les personnes sont toujours en emploi et en logement. Et ce qu'on a noté, c'est que globalement, 98% des gens qui sont sortis du programme en étant en logement pérenne le sont toujours 3 à 6 mois plus tard. Et c'est 76% pour les personnes en emploi. Là où, évidemment, il y a un peu de perdition, c'est quand la sortie positive se fait sur un CDD de 6 mois tout pile. Évidemment qu'à l'entretien, 6 mois après la sortie positive, la personne n'est peut-être plus en emploi. Et aussi pour les personnes qui sont sorties avec une formation qualifiante certifiante et qui n'ont pas réussi à trouver un emploi derrière leur formation. Pour ce qui est des conclusions, je ne répéterai pas tout ce que je viens de dire, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des profils spécifiques de BPI qui sont plus difficiles à accompagner, les femmes, les non-francophones. Ça veut dire aussi que par territoire, vous n'avez pas du tout les mêmes publics et donc vous n'avez pas forcément les mêmes stratégies locales pour accompagner les BPI afin d'avoir des taux de sortie positive tels que vous le demande l'administration. Mais malgré tout, les situations positives à la sortie du programme sont plutôt des situations pérennes. À noter que nous, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer nos études qui sont disponibles en ligne. On va continuer nos études et notamment, on va s'intéresser, et ça, j'imagine que vous allez réagir, lorsqu'un BPI arrive dans le programme Agir et qu'il n'a toujours pas son titre de séjour, alors il a une autorisation, il a une décision favorable de l'OFPRA ou de la TNDA, mais il n'a toujours pas son titre de séjour en physique, vous, sur le terrain, vous êtes un peu embêté, quoi. Comment, sans titre de séjour, on peut lui trouver un boulot? Sans titre de séjour, comment est-ce qu'on peut lui trouver un logement? C'est un problème. Et donc, on est en train d'étudier comment les parcours administratifs des immigrés BPI impactent leur accompagnement dans le programme Agir. Et ce qu'on met en évidence, c'est qu'en effet, lorsque le BPI rentre dans le programme et qu'il a déjà son titre physique, ça aide beaucoup quand même l'opérateur qui ne passe pas 6 mois à l'aider à avoir son titre, quoi. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, je vous remercie